Amis de la Reconquête, bonsoir. Bonsoir Madame Victoria. Bonsoir Monsieur Serge. La Letty. Bof. Bon, c'est bien. Monsieur François-Xavier de Guibert, bonsoir. Madame de Billy, bonsoir. J'aurais dû le dire dans l'autre sens, mais je parle dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je viens de citer 2 des invités de ce soir. Les autres invités seront essentiellement des invités par téléphone pour des raisons de travail et d'autres raisons que je vous expliquerai plus tard. Donc je recevrai par téléphone le professeur Joyeux, Henri Joyeux, qui vient de publier un livre essentiel et dont on va parler avec son éditeur et avec Madame de Billy. Je recevrai également, toujours par téléphone, Loïc Leribaud, qui est, entre autres activités, un expert en criminologie, avec qui nous parlerons des attentats. Et puis, en fin d'émission, Jean-Pierre Maugendre viendra nous dire quelques mots sur la marche pour la vie qui va se dérouler dans quelques jours. Mais avant, je voudrais très exceptionnellement commencer par un appel au secours. Alors comme j'ai un richissime éditeur devant moi, j'espère qu'il va m'écouter et qu'il va comprendre l'urgence. Nous avons de gros soucis de trésorerie au Libre Journal. Donc, allons bon. Ouais, sont des choses. Non, il faut savoir que avec une logique qui n'appartient qu'au complexe militaro-industriel, depuis la tempête de 99, qui a produit une inflation des stocks de bois formidable, le papier a augmenté de 80%. Si vous pouvez m'expliquer ça, merci. Mais enfin voilà, la situation est celle-là. Et les factures du Libre Journal ont augmenté dans des proportions considérables parce que un des plus gros postes de nos dépenses, c'est le papier, étant donné qu'on veut avoir un journal qui est sur un beau papier. Donc, on est confronté à de grosses difficultés de trésorerie qui sont constantes dans cette période du mois de septembre-octobre, puisque c'est la période d'après les vacances, et pendant les vacances, par tradition, on ne prend pas d'abonnement, ou on ne prend pas de réabonnement, et donc là, on est, comme tous les ans, dans une situation difficile qui est encore aggravée par cette histoire de papier. Donc on a besoin de sous. Alors, je ne demande pas la charité, mais je vous demande, si vous aviez l'intention de vous abonner, de le faire sans attendre. Si vous devez vous réabonner, de le faire sans attendre, et si vous avez envie d'abonner des amis, de le faire sans attendre. Là, c'est vraiment une urgence, faute de quoi on va entrer dans une stratégie dramatique de domino, c'est-à-dire que on ne pourra pas payer, on sera en faillite, les gens à qui on doit de l'argent seront en faillite, tout ça finira par des sauts par la fenêtre, des pendaisons dans la grange, des choses horribles que vous connaissez, c'est du Zola, quoi. On est pratiquement au bord du Zola. J'ai même pas de cravate aujourd'hui, vous vous rendez compte? C'est quand même un signe de quelle tristesse. Grosses difficultés financières. Mais des belles bretelles tout de même. Ah, c'est malin de dire ça. C'est malin, elle me casse mon cou. Bon, donc voilà. Je signale d'ailleurs que il nous reste encore quelques-uns de ces somptueux livres qu'on offre aux abonnés. C'est vraiment un cadeau magnifique parce que je l'ai dit, c'est un livre qui vaut près de 300 francs. Et qu'on a eu grâce à la générosité d'un éditeur généreux, je me répète. C'est pas vous, François-Xavier Guibert, je le dis tout de suite. Oui, il est horrible. Non, c'est un livre d'art, vous ne faites pas dans le livre d'art. Il fait de temps en temps. Un petit peu de temps en temps. Enfin, si un jour vous avez envie de faire un geste, n'hésitez pas. Non, je le taquine un peu. Alors, donc il nous en reste. Vous envoyez 700 francs, vous êtes abonné pendant 1 an au Libre Journal. Magnifique Libre Journal, bourré de révélations passionnantes et d'articles bien écrits, dont ceux de François Brignot, quand même, il faut dire. C'est le dernier endroit en France où on peut lire François Brignot. Hein ? C'est bien. C'est bien, quand même. Et donc, vous recevez le livre et l'abonnement. Si vous offrez l'abonnement à quelqu'un, vous pouvez vous récompenser vous-même en demandant qu'on vous envoie le livre ou ajouter à ce somptueux cadeau qui est l'abonnement un deuxième cadeau qui est le livre. Enfin, il y a plein de solutions. Donc, c'est 700 francs. L'adresse, c'est 4 place Franz Liszt, 75 010, Paris. Les chèques sont à rédiger à l'ordre de SDB. S comme Suzanne, D comme Denise et B comme Berthe. Et voilà, et on sera très content et le journal continuera à vivre et je pourrai m'acheter une cravate. Voilà. Le cercle est bouclé. Le cercle est bouclé.
Une petite revue rapide de l'actualité. J'ai noté dans Le Monde ce soir un titre qui m'a rempli de bonheur. C'est monsieur Roger Kuckerman, qui est, je crois qu'il doit être président du CRIF, qui a dit « Juifs et musulmans ont des combats communs ». C'est intéressant comme réflexion. J'ai envie de lui dire, comment l'entendez-vous? Parce que il y a deux façons d'avoir des combats communs, c'est d'être du même côté ou face à face. En l'occurrence, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Et une autre déclaration intéressante, c'est celle de monsieur Salman Rushdie, qui a dit, s'il faut choisir, je choisis Manhattan. Mais après, hein, pas avant quand même, il n'est pas fou. Il est extraordinaire, ce Salman Rushdie. Vous avez entendu dire que l'État a débloqué 30 milliards pour les banlieues, plus 35 milliards par un autre organisme, pour les caisses d'allocation familiale, je ne sais quoi. Donc 65 milliards pour les banlieues. Alors, quand on vous dit 65 milliards pour les banlieues, ça veut dire 65 milliards pour l'immigration. Il faut que ce soit bien clair. Hein. Donc sachez que chaque Français va mettre au pot 1000 francs. Tant que ça? Ben oui. 65 milliards divisé par 60 millions, ça fait 1000 francs. Même moi, je suis capable de faire ce calcul. Oh, comme vous avez fait des gros progrès, Serge, en calcul mental. Alors, je voudrais quand même... je ne vais pas donner lecture de l'intégrale d'une lettre, d'autant que je l'ai probablement oubliée. Non, elle doit être là. Voilà. C'est une lettre à un commissaire de police, un habitant français de La Bruyère à Poissy, qui dit « Maintenant, ça suffit, on en a tous marre de cette cité. » Hein. Et alors il dit, pas une semaine sans feu de cave, les voitures qui brûlent, et personne ne voit rien comme d'habitude. On a vu alors là, il y a un nom que je peux pas lire parce qu'il est mal imprimé, avec une bouteille de bière certainement remplie d'essence qui s'enfuyait dans la cité voisine. 30 secondes après, le feu s'est déclaré dans une voiture. C'est bizarre, tous les soirs, ils foutent le bordel, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, dans les halls, et ces jours-là, vous ne les voyez pas. Demandez à la police qui se fait insulter à tout va. Vous attendez certainement un coup de fusil sur vos jeunes, là pareil, un mot que je peux pas lire, victimes de la société, car il ne faut pas se voiler la face, c'est le cas de le dire, ce sont toujours les mêmes qui nuisent. Alors là, toute une liste de noms dont ce monsieur prétend qu'ils ne sont pas bretons. Moi, je sais pas, je fais pas d'onomastique, je peux pas vérifier. Virez ces familles, taxez les parents, faites des menaces d'expulsion et faites payer les dégâts des halls d'immeubles, boîtes aux lettres, ascenseurs avant que votre responsabilité ne soit engagée. Vous êtes responsable des habitants honnêtes qui paient leur loyer. À l'heure où je tape ce courrier, les pompiers ont une fois de plus dû venir à 22h pour éteindre un incendie au numéro 18. On condamne les vides ordures, mais tous ces jeunes possèdent des passes pour entrer dans les immeubles. Ils ont tous la clé PTT. Il faut faire mettre une horloge sur les serrures pour qu'elles ne puissent s'ouvrir qu'à l'heure où passe le facteur. On vient à envisager de transformer les immeubles en coffre-fort. Cela ne coûte pas cher par rapport aux dégradations qui sont commises. Si vous avez le courage, envoyez un questionnaire anonyme à tous vos locataires et vous verrez les réponses qui seront plus importantes que lors de la dernière élection. J'en viens aux voitures stationnées. Alors il a pris, ce brave homme, il a fait un listing des voitures. Il s'aperçoit que des familles, dont je n'arrive décidément pas à lire le nom, possèdent à elles seules 5 voitures. Une Safrane dans une cité HLM quand même. La même famille possède une Safrane, une 309 Peugeot, une Renault 5 blanche, une Renault 5 rouge et une Polo blanche. Ça fait beaucoup quand même si c'est des familles nombreuses. Bon, parce qu'avec le RMI, on peut pas s'acheter. Une Safrane, on peut s'acheter avec le RMI? Je ne sais pas, je ne connais pas du tout ni les voitures ni les prix. Alors ça, je ne lis pas toute la lettre parce que c'est hallucinant. Les chiens errants, les chats errants, les poubelles qui sont pas enlevées, enfin les déchetteries en plein air. Cet ami dit, j'ai honte d'inviter des amis car quand on rentre dans nos HLM, on voit marqué depuis des années sur le conteneur à charbon Alger. Je sais pas pourquoi Alger d'ailleurs. Et il décrit au long de cette lettre l'horreur de cette cité de La Bruyère à Poissy. Et c'est ce que vivent les gens en permanence. Alors quand après ils apprennent qu'on va en plus leur prendre 1000 balles par tête, hein, pour aider, peut-être parce qu'il faut changer les pneus de la Safrane, je sais pas, peut-être ou repeindre la R12 blanche en rouge, allez savoir. Voilà, le Parisien est en train d'évoluer. Ils mettent des guillemets partout maintenant. Vous avez remarqué? Prudence. Dans le Parisien du 3 octobre 2001, en page 3, il y a un titre, vol dans le 17e, 2, ouvrez les guillemets, Marseillais, fermez les guillemets, arrêtez.
En mission de surveillance aux abords du parc Monceau, les policiers du 17e ont surpris et arrêté 2, ouvrez les guillemets, Marseillais, fermez les guillemets, en flagrant délit de détournement de cartes bancaires. La police identifie sous ce nom par référence à leur ville d'origine les voleurs de cartes bancaires. Pourquoi pour la ville? Moi, je serais Marseillais, je serais pas content qu'on donne... hein, c'est quand même incroyable, ça. C'est presque du racisme. Anti-marseillais. Voilà, ça commence à se savoir. Qu'est-ce qu'il y a encore que je voulais vous dire? Ah, je voulais vous faire savoir que... Vous savez que pendant des années, on a dit que c'était monsieur... Il y avait un garçon qui s'appelait Joe Attia. Vous vous rappelez de Joe Attia? Oui. Qui était le roi du non-lieu. Ah oui. C'est fini, il vient de perdre son titre. Ça y est, il est battu. Il est battu. Maintenant, c'est Strauss-Kahn, le roi du non-lieu. Voilà, il vient... Alors, mais là, l'histoire est fabuleuse parce qu'au procès de la MNEF, c'est la présidente du tribunal qui a engueulé le procureur parce qu'il osait soupçonner Strauss-Kahn de choses qu'il n'avait évidemment pas faites puisqu'il va avoir un non-lieu où il va être acquitté. Donc il faut saluer Madame Sophie Portier, qui est la présidente du tribunal correctionnel de Paris et qui a pris la défense des droits de l'homme, enfin en tout cas des droits du Dominique Strauss-Kahn. C'est bien, quand même. C'est courageux. C'est courageux, voilà, c'est le mot que je cherchais, tiens, justement. C'est courageux de défendre un ministre. Alors, on vous a dit aussi qu'il fallait faire très attention aux amalgames. Hein, on dit qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre musulmans et islamiques. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas non plus faire l'amalgame entre gangsters et musulmans. Parce que là, en ce moment, à Roubaix, il y a un procès où tout le débat porte sur la question de savoir si Hossein Bendaoui, Mouloud Bouguelane et Omar Zemiri qui sont les rescapés du gang de Roubaix, sont des islamistes ou seulement des gangsters. Et alors on voit cette chose extraordinaire d'un avocat qui vient et qui dit « Attendez, non, mes clients ne sont pas du tout inspirés par des motifs d'une haute élévation spirituelle. Ce sont des petits gangsters, point à la ligne. Donc il ne faut pas du tout les poursuivre comme des islamistes, il faut les poursuivre comme des gangsters. » C'est à quel point de délire on en est arrivé maintenant. C'est pire d'être islamiste que d'être gangster. Mais dans cet article du Monde, signé Frédéric Chambon, il y a une phrase extraordinaire qui va me conduire par une habile pirouette à la suite de l'émission. Cette phrase, c'est la suivante. Alors, je vous la lis. Depuis le début, il est vrai, l'ambiguïté règne sur la qualification des faits et les motivations des braqueurs. Écoutez bien. Soucieuse de ne pas alarmer la population quelques mois après les attentats du GIA algérien à Paris, les autorités de l'époque avaient écarté la piste islamiste. Aux grandes dames de certains responsables de la lutte antiterroriste, Jean-Louis Debré, alors ministre de l'Intérieur, affirmait que les exactions du gang relevaient du grand banditisme. Saisi de l'affaire, le parquet de Lille n'avait retenu aucune qualification de terroriste. Donc, vous m'avez bien entendu, hein, si ces gars ne sont pas poursuivis pour terrorisme, alors que c'est évidemment des terroristes islamistes, c'est parce que, soucieuse de ne pas alarmer les populations quelques mois après les attentats du GIA algérien à Paris, les autorités de l'époque, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, avaient décidé d'écarter la piste islamiste. Suivi en cela immédiatement par le parquet. Moi, je ne savais pas que le ministère de l'Intérieur donnait des ordres au parquet. C'est nouveau, ça vient de sortir. Hein? Eh bien, ils ont obéi, le parquet a obtempéré. À vos ordres, monsieur Debré. On ne retient pas la qualification terroriste. Alors moi, je dis, bon, très bien, on peut tout à fait s'expliquer ça. Mais ça me rappelle quelque chose. Il y a une semaine, 10 jours, une dizaine de jours, hein, il y a un procureur à Toulouse qui a dit que le drame de Toulouse, c'était à 99% un accident. Un accident. Bon, alors, moi, je voudrais savoir, le 1% qui reste, qu'est-ce que c'est? C'est un attentat? C'est 99%. De la malveillance. Ah oui, mais alors c'est autre chose. Attention, il ne faut pas confondre. Là aussi, il ne faut pas faire d'amalgame. On nous a dit que c'était peut-être un acte de malveillance. C'est-à-dire, si vous balancez une roquette sur une réserve d'explosifs, c'est un acte de malveillance. Si vous égorgez une vieille dame, c'est une incivilité. Hein, voilà, c'est le nouveau langage. Donc là,
Moi, je crois qu'on nous refait le coup. Hein, parce que si vous redites la phrase de Frédéric Chambon dans Le Monde en changeant simplement les indications, vous dites, voilà, soucieuse de ne pas alarmer la population quelques jours après les attentats de Washington et de New York, les autorités ont écarté la piste islamique aux grandes dames de certains responsables de la lutte antiterroriste. Alors, c'est pas Jean-Louis Debré, c'est l'autre qui mérite aussi l'ordonneur d'honneur, c'est Monsieur Vaillant, ministre de l'Intérieur, affirme que les exactions de Toulouse, ou que les faits de Toulouse relèvent de l'accident. Hein, on peut dire ça aussi. Voilà. Alors justement, on va en parler de Toulouse tout de suite avec un spécialiste, un expert en criminologie, qui est un spécialiste de l'examen des causes des accidents, entre guillemets, et en l'occurrence, il avait fait un très gros travail sur le drame de la Maison des Têtes à Toulon. Ce monsieur s'appelle Loïc Leribaud, et je l'ai au téléphone parce qu'il se trouve que monsieur Loïc Leribaud, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, ne peut pas habiter en France. C'est un homme qui dérange trop, et donc il a préféré s'exiler dans un pays étranger, où il fait froid, j'imagine. Il fait froid chez vous, monsieur Leribaud? Bonsoir. Non, ma foi, il fait doux maintenant. Ah, c'est bien. Il pleut. Mais il pleut bien. Ah bon, ça c'est évident. Il pleut pratiquement 367 jours par an, j'imagine. Non, mais les 3/4 du temps, oui. Bien. Alors, je vous ai appelé parce que vous êtes, je l'ai dit, expert en criminologie. Vous avez mis au point non seulement des méthodes, mais des matériels d'enquête, d'investigation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit? Je suis, donc j'ai 54 ans maintenant, et je suis docteur en sciences et docteur en sédimentologie, et j'ai créé en 1981 un laboratoire qui s'appelait le CARM, c'est-à-dire Centre d'application et de recherche en microscopie électronique. Et en 2 ans à peu près, j'ai rénové toute la police scientifique française, c'est-à-dire que j'ai mis au point toutes les techniques qui consistent à prélever les micro-indices, c'est-à-dire les indices invisibles, sur les lieux d'un crime. Et donc de 1981 à 1991, pour le compte du ministère de la Justice, j'ai traité à peu près 2000 affaires criminelles, c'est-à-dire en fait les plus importantes affaires criminelles de cette décennie. Notamment l'affaire Boulin. Non, l'affaire Boulin, on s'est bien gardé de me la confier. Ah oui, c'est ça, vous l'avez pris sous votre bonnet. Vous avez... Oui. C'est probablement une des raisons du brillant succès que vous remportez dans les sphères officielles françaises aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 1991, j'ai déposé un certain nombre de brevets, notamment pour les applications en police scientifique. J'ai formé plus de 700 gendarmes et policiers, magistrats. Et en 1991, l'État s'est brusquement rendu compte que j'étais très dérangeant parce que j'étais un expert indépendant. Et comme j'ai commencé à sortir des affaires dans lesquelles l'État était impliqué, l'armée ou la police ou la gendarmerie, brutalement, les affaires ont cessé de m'arriver. La police a tout à fait officiellement copié mes brevets. Et mon laboratoire a coulé, qui comptait quand même 33 ingénieurs, mon laboratoire a coulé en 6 mois. Voilà. Et vous avez été obligé de prendre un bateau? Voilà. Un avion. Oui, un avion. Alors, la raison pour laquelle je vous appelle, c'est principalement parce que vous avez été commis dans l'expertise de l'affaire de la Maison des Têtes à Toulon. Alors, et vous avez fait un énorme travail là-dessus. Il faut rappeler ce qu'est l'affaire de la Maison des Têtes. Je vais vous laisser le faire parce que c'est quand même votre spécialité. Alors, je peux rappeler les faits. Donc, c'est à Toulon le 15 février 1989, exactement à 14h26, en plein centre de Toulon. Une maison qu'on appelait la Maison des Têtes. Maison des Têtes parce qu'elle était décorée de sculptures de têtes. C'est effondré comme un château de cartes. Et on retire 13 cadavres des décombres. Et puis à peu près une trentaine de blessés. Alors, l'enquête et les expertises aboutissent incroyablement vite parce que donc l'explosion a lieu le 15 février et dès le 17 février, la police conclut que le drame est probablement dû à une explosion de gaz. Dès le 22, la police à nouveau fait savoir qu'une des locataires du 3e étage, qui s'appelait Madame Wasserstein, était dépressive.
Et le 25, la police est en mesure d'affirmer que le lieu de l'explosion est l'appartement de cette locataire du 3e étage et qui s'est probablement suicidé. Alors l'EDF est pas content, GDF, Gaz de France, n'est pas content du tout parce qu'ils ont toutes les preuves qu'il n'y a pas eu de fuite de gaz. Que c'est totalement impossible et ils font un rapport officiel. C'est néanmoins la thèse qui est retenue. Et donc l'affaire est classée en avril 91 comme accident. Voilà. Alors il y a des tas de choses tout à fait bizarres qui se produisent le jour de l'accident, même dans les minutes qui suivent l'accident. D'abord, un expert de la police arrive qui n'a pas le droit de rentrer sur les lieux. Ce sont des policiers qui viennent lui apporter des prélèvements provenant de 2 ou 3 endroits des ruines. Alors, déjà, le 2 ou 3 endroits des ruines, au point de vue précision, pour un expert, c'est un petit peu embarrassant. Ensuite, dès l'après-midi, tous les décombres sont totalement déblayés par l'armée. Ces décombres sont répandus dans une décharge, située dans un terrain militaire, et aucun repérage n'est fait sur la localisation de ces débris qui sont donc jetés dans cette décharge. Chose beaucoup plus étrange, certains cadavres qui sont évacués par les pompiers habillés arrivent à la morgue nus. Tous ces cadavres sont ceux du 1er étage et également celui de Madame Wasserstein, donc la personne qui est supposée s'être suicidée et que tous les témoins disent avoir été en pleine forme et extrêmement gai. Autre chose très étrange, à l'autopsie, on constate que tous les cadavres du 1er étage, où il y avait un laboratoire de prothèses dentaires, tous les cadavres sont en très mauvais état et l'un notamment est déchiqueté au point qu'on ne réussira pas à retrouver le cœur. Alors qu'au 3e étage, Madame Wasserstein, supposée s'être suicidée, et donc par conséquent au cœur de l'explosion, est intacte. Enfin, elle est morte, mais je veux dire, le cadavre est intact. C'est étrange quand même, non? Ne serait-ce que cet aspect, c'est quand même assez... Mais oui, c'est plus qu'étrange. Et alors, les familles, en avril 1980, donc on conclut par conséquent officiellement à l'accident. Et les familles décident de faire appel à moi en avril 91. Donc, je vais sur place, muni simplement de sacs à prélèvement dans un premier temps. Il se trouve que par chance, si j'ose dire, les familles des victimes ont conservé certains objets ayant appartenu aux victimes, notamment des bagues appartenant à M. Torisano, c'est celui dont on n'a pas retrouvé le cœur, qui a été déchiqueté, et puis des cheveux appartenant à Mademoiselle Bail. Donc je rentre au laboratoire, je fais les analyses au microscope électronique et je découvre une multitude de particules qu'on appelle des résidus de poudre, c'est-à-dire en fait la preuve d'un engin explosif. Et donc c'est le rapport qui est remis aux familles des victimes, parce que bien entendu, je n'ai pas été nommé expert officiel. Et donc, en dépit en plus, donc il y a une autre personne qui s'appelle Monsieur Wulfran Derman, qui est resté enfoui 7 heures sous les ruines, mais qui a survécu littéralement par miracle. Et en faisant des prélèvements, il a conservé de cette époque des taches noires, notamment sur les mollets. Donc je fais des prélèvements sur ces mollets, et je les examine au microscope électronique, et je découvre également des traces de poudre. Autrement dit, c'est très clair. Ça signifie que l'explosion n'est pas due au gaz, mais est due à une explosion. Alors, explosion de quel type? À ce stade-là, on ne le sait pas encore. Néanmoins, les familles des victimes demandent une nouvelle contre-expertise suite à ces résultats, et qui est refusée, puisque, selon la loi, un magistrat français tranche et décide selon son intime conviction, ou celle de sa hiérarchie. Ou celle du ministre de l'Intérieur, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est la hiérarchie. Voilà, c'est ça. Enfin, le ministre de l'Intérieur est quand même pas dans la hiérarchie du... Oh, il est pas loin, quand même. Oui. Il est pas loin. Alors, finalement, le scandale devient un petit peu trop gros et le juge est obligé de déclencher une contre-expertise. Il faut bien avoir en mémoire qu'en fait, un explosif,
compte tenu d'autres données que j'indiquerai tout à l'heure, c'est un explosif qui est arrivé de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça risque bien d'être un missile, ça. Or, la contre-expertise est effectivement ordonnée en mai 92, et les 3 experts qui sont nommés sont 2 experts du laboratoire de police et un expert de l'armée. Et ils ne donnent leur conclusion que 2 ans plus tard, c'est-à-dire qu'ils mettent 2 ans pour donner les conclusions que moi j'ai mis quelques jours à accomplir. En plus, ce sont ayant effectué leur travail dans des laboratoires qui ne sont pas équipés du matériel nécessaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on lit le rapport de contre-expertise, on constate, et ça c'est public, hein, je l'ai publié dans mes livres, oui. Que les experts de la police et de l'armée ont travesti les vérités, n'ont retenu que les témoignages qui pouvaient à la limite être en faveur de la conclusion officielle de l'explosion de gaz. Je vais vous donner, si vous voulez, un exemple, justement concernant Monsieur Wulfranc-Dermont, sur lequel j'ai fait des prélèvements de poudre sur les jambes, qui dit textuellement dans son audition, parce qu'il a quand même fini par être entendu par le juge d'instruction. Parce qu'il n'avait pas été entendu. Non, tout ça. C'est extraordinaire. Non, il est dans la maison, il passe 7 heures sous les décombres, oui. Et on ne l'entend pas comme témoin. Pas immédiatement, beaucoup plus tard. Quand j'ai commencé à faire remonter un petit peu les choses. Hein. Et il dit la chose suivante, textuellement. Tout est allé extrêmement vite. Alexandra, donc la jeune fille là dont j'ai analysé les cheveux, s'est levée brusquement et a crié « Merde !» Je me suis tourné une fraction de seconde vers la porte du palier en me protégeant la tête de mes avant-bras et alors tout a sauté. Ça veut bien dire clairement qu'il a vu quelque chose arriver. Il a vu arriver quelque chose, oui, c'est ça. Et voilà comment c'est retransmis par les experts de la police. Monsieur Wulfranc-Dermont est entré dans la salle de prothèse où se trouvaient ses 3 camarades à leur poste de travail. Alors qu'ils étaient tous assis, Mademoiselle Baye, donc la demoiselle dont j'ai étudié les cheveux, comme si elle se rappelait brusquement quelque chose, s'est précipitée dans une petite salle de derrière. Pensant qu'elle s'était levée pour lui faire une blague, Monsieur Dermont se lève à son tour et fait un pas vers la sortie. Mais au moment où Mademoiselle Baye franchit la porte conduisante à cette petite salle, il y a eu une explosion. Alors voilà, textuellement et tout à fait officiellement. Comment des experts de police transcrivent un témoignage. Vous avez le nom de cet expert? Parce qu'il faudrait le proposer à un éditeur, il ferait un bon romancier. Hein. L'expert, je vais vous le donner tout de suite. Les noms des experts. Oui, il faudrait qu'ils écrivent quand même des romans. Les noms des experts. Attendez, excusez-moi, je cherche les noms. Parce qu'il faut de l'imagination. Pensant qu'il lui faisait une farce, oui, pourquoi pas. Je vais le retrouver, je vous le dis dans quelques secondes. Mais alors, cette histoire de la maison des têtes, donc c'est arrêté là en fait, ou est-ce qu'il y a eu... Attendez, je vous donne les noms des experts. Oui, parce qu'il ne faut pas les négliger quand même. Faut pas les rater. Alors, donc, laboratoire de police de Paris, c'est Monsieur Henri Viellard. Mmh. Expert du laboratoire de police de Lyon, c'est le tristement célèbre Jean-Jacques David qui a été viré pour s'être enrichi considérablement à titre personnel voici à peu près 4 ans. Et l'ingénieur de l'armement est un nommé Paul Tavernier. Rapport tout à fait officiel. Donc voilà, des clients pour un éditeur qui voudrait faire du roman à succès. Oui, tout à fait, je pense, oui. Alors, vous nous disiez que cette affaire ne s'était pas arrêtée finalement là. Comment a-t-elle évolué? Alors, donc, ce serait vraiment une affaire très, très longue à raconter. Hein. Mais il se trouve qu'on me redemande. Par conséquent, et donc les experts, là, en l'occurrence, concluent effectivement, encore une fois, à l'explosion due au gaz. Donc les experts, les familles des victimes me demandent de revenir sur les lieux. Et cette fois-ci, j'arrive avec les révélateurs officiellement utilisés par le FBI et Scotland Yard pour déceler des traces de poudre. Et les prélèvements sont faits en présence d'un huissier. Et je fais mes prélèvements. Et ensuite, je retourne donc dans une maison parce que pour faire les analyses avec ces tests de prélèvement qui s'appellent des tests Searchy, il faut avoir une table, etc. Donc en présence d'un huissier, je fais
j'analyse, en fait, je fais des révélations sur des prélèvements réalisés sur les lieux de l'accident, de l'explosion. Et tous les tests se révèlent positifs, ce qui signifie que même plusieurs années après, les ruines sont encore parsemées de résidus de poudre. Donc, autrement dit, il y a bel et bien eu une explosion. Et puis les témoignages, en continuant à étudier les dossiers, on se rend compte que plusieurs personnes, avant l'explosion, ce sont un peu comme le jeune homme dont je parlais au sujet du mollet avec les traces de poudre. Plusieurs personnes ont été affolées avant l'explosion. Je peux vous lire quelques témoignages. Le chirurgien dentiste Daniel Cohen, penché sur un patient, le dos à la fenêtre, a vu une vive lueur accompagnée d'une sorte de grésillement. Il a eu le temps de se jeter au sol en entraînant son malade, avant que l'immeuble en face ne s'effondre dans un grand bruit d'explosion. Il a bien vu quelque chose, quand même. Ouais. Ensuite, Madame Guido, qui se trouvait dans le même immeuble que le docteur Cohen, a entendu un grondement qui s'est amplifié. Puis, elle a entendu une explosion. Elle est formelle. Celui-ci a commencé lentement pour s'amplifier et uniquement après, cela a explosé. Deuxième témoignage. Troisième. Monsieur Ossine Krina, qui travaillait un crépissage de façade à l'angle de la rue Magnac, a senti comme un vent très fort suivi d'une forte explosion. Lorsqu'il a entendu le souffle, il a jeté sa pelle et mis ses mains sur les oreilles et juste après, il y a eu une explosion. Donc il a eu, ça représente peut-être une seconde ou deux, le fait qu'il ait le temps de jeter la pelle. Oui. Mais c'est des gens qui ont entendu ou vu quelque chose avant que ça explose. Oui. Il faut se souvenir de l'expression de la demoiselle dont j'ai étudié les cheveux, mademoiselle Alexandra qui se lève en criant merde. Ouais. Comme si elle avait vu arriver quelque chose sur elle. Bah oui, et puis son collègue Villefranc d'Ermant qui se précipite dans le fond de la pièce. Affolé. Donc il y a eu un espace de temps entre, un laps de temps entre le moment où les gens ont vu quelque chose et le moment de l'explosion, ce qui exclut une explosion de gaz, parce que dans une explosion de gaz, on ne voit rien. GDF est absolument formel, ça ne peut pas être une explosion de gaz, parce que le témoignage, le dossier, le rapport de GDF, on n'en tient pas compte. Pas plus qu'on tient compte des témoignages que je viens de citer. Alors, je vous ai demandé de nous raconter cette histoire parce que, évidemment, elle évoque d'une certaine manière la controverse sur Toulouse. Bien que vous soyez exilé, je pense que vous avez entendu parler de même ici, Toulouse. Oui. Et alors, donc le débat porte sur la question attentat ou accident. 10 minutes après, comme dans le cas de la Maison des Têtes, 10 minutes après l'explosion, le préfet, en direct à l'antenne, disait il s'agit d'un accident. On ne peut pas le savoir, ça c'est impossible. Ce qui est impossible à savoir, bien sûr. Et le procureur, lui, assez rapidement, disait, alors j'ai dit tout à l'heure 99%, effectivement, il a dit 90%. Il y a quelque chose qui est assez significatif d'ailleurs du caractère servile d'une certaine presse en France, c'est que le procureur ayant dit c'est un accident à 90%, tous les médias ont surenchéri en disant le procureur a déclaré que c'était un accident à 99%. Je dis tous les médias, sauf le Libre Journal, qui a rectifié, vu le Libre Journal, qui a rectifié ce petit trucage. Je vois pas du tout comment, à titre d'expert, je vois pas du tout comment un procureur qui n'a bien entendu aucune connaissance scientifique peut se permettre de dire qu'il s'agit d'un accident à 90 ou 99%. Ça n'a pas de sens d'ailleurs. Tant qu'il n'y a pas eu d'expertise de réaliser et d'analyse. C'est totalement impossible. Et puis ça n'a aucun sens. Un accident à 90%. Ben non, il y a un accident ou c'est un accident ou c'est un attentat. Donc, quand on ne sait pas, il y a 50% de chance ou de risque que ce soit une des deux choses. Maintenant, l'autre question que je voulais vous poser, c'est celle de la méthode. Vous y avez un peu répondu à propos de la Maison des Têtes de Toulon, mais selon vous, est-ce qu'il est compréhensible que près de 15 jours après l'explosion de Toulouse, on n'ait pas encore
la possibilité de dire d'une façon radicale, il s'agit d'un accident ou il s'agit d'un attentat. Non, ça ne tient pas la route, parce que il existe des moyens d'analyse, justement ce que j'utilisais jusqu'en 1991. C'est extrêmement simple, il faut aller regarder au cœur de l'explosion, je pense qu'il doit être facile à trouver, et de regarder, de rechercher partout, comme j'ai fait en fait, pour la Maison des Têtes, rechercher s'il y a des résidus de poudre, s'il y a des résidus de tir, s'il y a des choses comme ça. Et puis il faut recueillir les témoignages aussi. Mais les recueillir pas de façon sélective. Il faut recueillir sérieusement les témoignages. Alors là, il y a beaucoup de témoignages en France qui vont dans le sens de l'attentat. Et curieusement, je reviens toujours à la Maison des Têtes, d'un attentat par missile. Par missile ça peut être... Alors, je vais... Il y a un point que je n'avais pas évoqué. C'est qu'au moment où il y a eu... Pour la Maison des Têtes, et peut-être que ça pourra va avoir des relations avec Toulouse, je ne sais pas. Mais en tous les cas, à l'heure précise où la maison s'effondrait, on avait appris le matin du drame par France Inter qu'un incident venait de se produire sur un des bateaux américains en route vers le port de Toulon. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment précis, 21 bateaux militaires français et américains de retour d'exercice en Corse pénétraient en rade de Toulon au moment où la maison s'est effondrée. Et alors, étrangement, ensuite, on n'a plus jamais parlé de cet incident. Mais plus jamais. Donc ce qui est assez vraisemblable, c'est qu'il y a eu un accident de tir. Un accident de tir, et puis les missiles fous, ça existe. Il y en a plein en plus. On n'en parle jamais, mais ça arrive très, très fréquemment. En tout cas, c'est du domaine du possible. Alors à Toulouse, il ne s'agit évidemment pas d'un accident de tir, il s'agit peut-être, si c'est un attentat, et si on le prouve, il peut s'agir d'une opération du genre de celle de Béziers, où on a vu sortir d'un seul coup un islamiste tirant au lance-roquettes sur une voiture de la police. Et donc on a découvert à la faveur, si j'ose dire, de cette affaire que certains groupements islamistes détenaient des lance-roquettes, détenaient des armes de guerre. Mais il suffit de les acheter, c'est pas un problème. Oui, il suffit de les acheter, voilà. Mais vous, si vous étiez, dans votre situation actuelle, si vous étiez sollicité par des familles de victimes à Toulouse, vous pourriez venir à Toulouse faire une enquête sur place? Si je venais à Toulouse, je serais arrêté immédiatement et mis en prison. Voilà, c'est ça. Alors, c'est plus facile comme ça, d'ailleurs. Ce qui est beaucoup plus facile. Ouais, c'est évident. Mais, par contre, s'il n'y avait pas... Mais heureusement qu'on n'est pas en Union soviétique. Non, c'est pire parce que l'Union soviétique maintenant est quand même plus libre, semble-t-il. Ah ben elle n'existe plus, donc on est... Enfin, la Russie, je veux dire. Oui. Non, parce qu'effectivement, c'est le genre de travail qui est non pas facile à faire, mais il y a toute une série de procédures à tenir et à suivre et à respecter. Mais, alors, un problème qui doit quand même être soulevé, c'est que maintenant, suite justement à la disparition, par exemple, de mon laboratoire, qui était un laboratoire malheureusement indépendant, parce qu'il n'aurait pas été indépendant, j'aurais toujours mon laboratoire. Oui, bah oui, notamment suite à l'histoire de la Maison des Têtes. Parce que c'est pour cause d'indépendance qu'il a été coulé, évidemment. Oui, et puis justement à ce moment-là, en même temps, je parlais de l'affaire Boulin, je parlais de l'affaire Chanal, parce que c'est moi qui ai sorti l'histoire de la pelle, enfin les liaisons entre la pelle trouvée dans la voiture de Chanal, qui est un militaire, et puis la pelle de la tombe du trou dans lequel il avait enterré une des victimes. Et puis il y a eu l'histoire de la jonque, coulée par un sous-marin. Enfin, j'ai sorti tout ça en même temps. Alors évidemment, ça fait beaucoup. Ça faisait beaucoup. Et alors le problème, c'est qu'après ma disparition, pas la disparition de mon laboratoire, mais maintenant les expertises sont confiées à des laboratoires d'État, manipulés par du personnel d'État, donc payés par l'État. Et quand il s'agit d'une affaire d'État, donc ce sont des affaires d'État, étudiées par du personnel d'État, manipulant du matériel d'État, et l'ensemble étant payé par l'État. Et alors, ça serait surprenant que l'État soit mis en cause. Oui, tout à fait. Alors, ça peut être les laboratoires de police. Et alors, si un avocat honnête demande une contre-expertise, mettons que les analyses étaient faites par les laboratoires de police,
demande une contre-expertise. La contre-expertise va être faite par la gendarmerie, c'est-à-dire dans un laboratoire d'État animé par du personnel d'État, payé par l'État. Oui, parce qu'un auditeur nous disait pourquoi Total Elf, c'est-à-dire Thierry Desmarais, qui a l'air dans cette histoire de ne pas vouloir trop se laisser monter sur les pieds, pourquoi ne fait-il pas appel à pourquoi ne demande-t-il pas une contre-expertise? Mais là, j'ai la réponse, vous nous donnez la réponse, c'est-à-dire cette contre-expertise. On peut toujours m'écrire où je suis, mais je peux toujours dire ce qu'il faut faire. On peut toujours vous envoyer un colis de prélèvement. Non, je peux toujours indiquer à des gens quoi faire. Oui. Enfin, comme ça sera à des gendarmes, c'est pas absolument certain qu'ils aient envie de suivre vos indications. C'est pas certain du tout. Loïc Le Ribot, je vous remercie. Je reprendrai contact avec vous dans quelques temps parce que vous avez d'autres aventures passionnantes à nous raconter. Je ne rentre pas dans le détail de vos aventures aujourd'hui, mais on peut dire que vous avez vécu une expérience qui est comparable, parallèle, semblable à celle des Beljanski. Un peu. Un peu, et vous avez commis l'erreur de mettre au point un médicament, un traitement, qui n'a pas eu l'heure de plaire à la mafia des laboratoires pharmaceutiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est ce qui vous a valu d'être obligé de vous exiler aussi. C'est-à-dire que, évidemment, vous cumulez quand même un petit peu les ennemis puissants. Hein. Oui, la mafia des laboratoires pharmaceutiques, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense nationale, ça fait beaucoup. Oui, plus le ministère de la Justice, plus le CNRS. Ouais. Bon, il faut arrêter. Non. Les moutons vous laissent tranquilles, ils vous attaquent pas en bande armée, non? Non, ça va. Ils sont tranquilles. Bon. Merci beaucoup, Loïc Le Ribot. Et moi, je vous remercie. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Voilà, que dire de tout cela? Eh bien, rien. Je vous laisse méditer toutes ces déclarations et on va demander peut-être aux auditeurs de donner leurs avis. Alors un auditeur nous dit, minute du 3 octobre précise qu'un proche de Douste Blazy viendrait de confier que Jacques Chirac, en arrivant sur les lieux d'AZF, aurait déclaré « Je ne veux pas entendre parler d'un attentat ». Oui, s'il y avait une connerie à dire, bingo. On n'est jamais déçu avec lui, il faut dire, hein. Jamais. Dans l'affaire de Toulouse et dans celle de Toulon, il n'y a pas eu de revendication. Quelles pourraient en être les motivations? Dans l'affaire de Toulouse et dans celle de Toulon. Non, mais Toulon, c'était pas un attentat. C'est autre chose. Toulon, il y a une hypothèse, c'est pour l'instant du domaine de l'hypothèse, c'est que c'est un incident de tir, tout simplement. Il y a un midship, parce que c'est certainement un bateau américain, ça peut pas être un bateau français, qui a dû appuyer sur le mauvais bouton parce qu'il avait bu un mauvais whisky, et bouf. Voilà. Oui, monsieur Amiche. Bonsoir, chers auditeurs. Je veux dire aussi que dans l'affaire de New York et de Washington, il n'y a pas eu de revendication non plus. C'est vrai. Alors donc, c'est pas un attentat. C'est peut-être un habitant de la tour qui se faisait chauffer des merguez sur un réchaud à gaz, à savoir. C'est une crêpe. Je vous lis les messages. Ils sont grossiers. Hein, Ils reviennent sur tout ce qui a été dit au début. Alors, Madame Sylvie Portier, présidente du tribunal de la 11e chambre correctionnelle de Paris. Sophie Portier, qu'est-ce que j'ai dit? Sylvie, c'est pas grave. Mon Dieu, c'est mal écrit, je vois pas clair. Pourtant, il y a une belle lampe aujourd'hui. Oui. Alors, je vais quand même dire aux auditeurs, on a changé l'éclairage du studio, on a l'impression qu'on est dans la chambre froide d'une boucherie en gros. Oui, mais là, au moins, on voit clair. On peut choisir ça. Jean-Pierre Maugendre, il a vraiment un teint cadavérique. Il n'y a pas besoin de frotter le lampe pour savoir qu'il y a des génies autour de cette table. Oui, c'est vrai, merci. Bon, je continue. Donc, Madame Sophie Portier est une femme courageuse, car c'est elle qui a été récusée dans l'affaire du Parti communiste alors qu'elle avait donné à Monsieur U des peines sévères. Eh ben, on a dit qu'elle était courageuse. On le redit. Ah bah oui, bien sûr. Nos auditeurs confirment. Je ne comprends pas. On n'a pas peur de prendre retour sur vos ennuis personnels. Je ne comprends pas. Serge Lebecatch dit que le papier coûte de plus en plus cher et ceux qui ont été victimes de la tempête ont eu leur bois acheté 4 fois moins cher que le prix normal. Eh ben oui, c'est bien ça, je ne comprends pas non plus. Et une autre auditrice confirme, même gratuitement maintenant, les papiers n'acceptent plus d'enlever les arbres cassés. Hein? Parlez-nous de ce projet de faire des logements sociaux dans les beaux quartiers de Paris. Est-ce que moi, je trouve ça très bien. Parce que dans les beaux quartiers... Et à qui va-t-on les donner? À qui voulez-vous qu'on donne des logements sociaux? Aux asociaux, puisque c'est pour les socialiser. Donc, mais c'est très bien fait, vous n'avez qu'à bien voter. Hein. Vous regardez les scores de la droite nationale, c'est dans les beaux quartiers qui sont les plus mauvais. Donc c'est bien fait pour vous, voilà.
Oui. Vous avez pas encore assez de chance, on va vous en donner un peu plus. Oui, il y en a marre. Hier, j'ai été agressée après 14 heures de travail sur le trajet de retour. En voiture, pendant une demi-heure, j'ai été suivie par un motard qui, à chaque feu rouge, donnait des coups de pied dans mes portières. Finalement, je descends de voiture pour l'interpeller. Il enlève son casque intégral. Je vois qui c'était. Et il se précipite vers un quart de police en m'accusant de propos racistes, en affirmant que je conduisais comme si j'étais ivre. Il leur a demandé de me faire souffler dans le ballon. Devant mes dénégations et ma colère, les flics ont laissé partir le motard et j'en ai eu pour plus d'une heure de vérifications diverses. La prochaine fois, je me ferai justice moi-même car c'est un scandale. Tant pis. Ouais. Le terrorisme, comme l'invasion immigrée, ne se nourrissent que de nos faiblesses et de notre lâcheté, tant physique qu'intellectuelle et morale. Absolument. Consistant notamment à accepter tous les mensonges officiels. On a appris qu'un Franco-Algérien a été arrêté, interrogé. Pourquoi, de Français qu'il était, est-il devenu soudainement, brutalement, un Franco-Algérien ? C'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Ça a été créé tout récemment, l'appellation. Jusqu'à présent, on n'en entendait jamais parler. On parlait même pas. On parlait de jeunes. Hein, de jeunes. Même il y avait des jeunes de 45 ans. Hein. Mais là, maintenant, d'un seul coup, on voit surgir le Franco-Algérien, qui est une espèce que je ne connais pas personnellement. J'en vois peu. Je vois des Français. Je vois des Algériens, encore plus, mais des Franco-Algériens, ça vous dit quelque chose, monsieur Amiche, le Franco-Algérien ? Non, pas vraiment. C'est un animal... on en parle dans les journaux, ça doit exister. Hein. L'hispano-français, oui, ça. Oui. C'est nouveau, c'est nouveau. À qui vous faites la pub Sortons sur la pointe des pieds. Combien de victimes y a-t-il eu à Toulon en 1989 ? 13. Jacques Pradel en avait parlé à ses émissions sur TF1. 13, Loïc Leribaud nous a dit 13 tout à l'heure. Je me demande si la volonté de formuler sa pensée sous forme de statistiques n'est pas une preuve manifeste d'objectivité et d'indépendance intellectuelle. Hier, il y a eu une très forte explosion dans le 15e, boulevard Lefebvre. Encore un coup des intégristes. Des informations sur cette explosion. Boulevard Monseigneur Lefebvre, une explosion. Et qui a été officiellement attribuée à une bouteille de gaz. Pour ma part, j'ai entendu 2 explosions séparées d'une minute environ, comme lorsqu'on faisait sauter les boîtes de nuit dans les années 70 à Paris. Qui faisait sauter les boîtes de nuit ? Je ne sais pas, c'est pas précisé. Autrefois, j'ai déjà entendu une explosion due au gaz. Cela n'a pas fait du tout le même bruit. Bon, et ben voilà. Donc, j'espérais qu'il y aurait quand même un message pour... On parlerait des choses du début pour dire, mais comment peut-on ne pas être abonné au Libre Journal ? 700 francs, 4 places Roncelis, 75 010 Paris. Personne n'a fait cette réflexion, je m'en étonne. Faut que tu dises le prix en euros, parce que ça va sembler moins cher. Tu sais que c'est mon grand drame, parce que je ne veux pas indiquer le prix en euros. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Pour un peu plus de 100 euros, vous pouvez t'abonner pendant un an au Libre Journal. Non, si vous envoyez des euros, j'envoie pas le journal. C'est aussi simple que ça. Oui, mais comme il n'y aura plus autre chose. Tant pis, envoyez-moi des cacahuètes, des dollars, des francs suisses, des dirhams. 12 brouettes de dirhams. De l'or. Des actions de Swissair, c'est bon ça. 2 écus. Bien, alors maintenant, venons aux choses sérieuses. Je l'ai annoncé tout à l'heure. Le professeur Joyeux vient de publier un livre qui s'appelle « Femmes, si vous saviez », et qui est un livre tout à fait capital, dans la mesure où il est consacré à un gros problème de santé, une question de santé extrêmement grave, et de plus en plus grave en ce moment. Et le professeur Joyeux est lui aussi, d'une certaine manière, un résistant à l'ordre établi, parce qu'il dit des choses qu'il ne devrait pas dire et qui lui attirent des tas d'ennuis. Mais la différence, c'est que le professeur Joyeux, c'est pas tout à fait n'importe qui. Alors j'ai demandé à Madame de Billy de nous présenter le professeur. On va la voir au téléphone tout à l'heure. On lui posera des questions sur son livre, mais je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui le présente, parce que je soupçonne cet homme d'être suffisamment modeste pour ne pas nous dire ce qu'il est vraiment, et pour pas mettre en lumière ses nombreuses qualités. Donc, Madame de Billy, si vous voulez nous dire qui est le professeur Joyeux. Alors, bonjour, le professeur Joyeux est chirurgien cancérologue, professeur à la faculté de médecine de Montpellier. Le professeur a reçu de nombreux prix. En 85, il reçoit le prix international de cancérologie. Il a été le fondateur de la Société française de nutrition artificielle en 1980, inventeur avec le doyen Solasol, doyen de la faculté de médecine de Montpellier,
des fameux mélanges nutritifs qui ont permis la vie la plus longue en nutrition intraveineuse à une patiente pendant 18 ans. Chef de service et de chirurgie digestive et viscérale à l'Institut Curie à Paris, de 1992 à 1995, il a mis au point des techniques chirurgicales de traitement avancé des cancers de l'ovaire. Chirurgien, universitaire, passionné par la recherche scientifique, le professeur Joyeux a toujours mené de front une carrière brillante avec la passion de ses convictions médicales, humaines et spirituelles. Il est l'auteur de nombreux ouvrages médicaux et traités scientifiques. Et pour le grand public, il a publié récemment « Changer d'alimentation, choisissez de vivre » aux éditions de l'Œil, François de Guibert. 4 éditions successives ont montré le très grand succès de ce livre et l'attente et la très grande attention du grand public qui a pris conscience que le cancer n'est pas une fatalité et que nous sommes responsables de ce que nous mettons dans notre assiette. Plus récemment, en 1997, il publie « Prévenir les cancers du sein », toujours aux mêmes éditions. Sa conviction, son humanisme, la très grande clarté de ses propos en font un communicateur et un conférencier exceptionnel, très proche de ses malades, des jeunes et du grand public. Et récemment, donc, Femme, si vous saviez, hormones, ménopause, ostéoporose, 2001. Alors, vous dites que c'est un conférencier et un communicateur hors pair. Je voudrais signaler tout de suite aux auditeurs, parce qu'ils vont me poser la question, donc leur dire tout de suite qu'ils pourront vérifier cette assertion. Le 16 octobre, c'est mardi prochain, 16 octobre. Non, dans 15 jours. Décidément, chaque fois que j'essaie de donner une date, moi je me prends les pieds dans le tapis. Mardi 16 octobre 2001, à 20h, à la Maison de la Mutualité, il donnera une conférence débat dont le titre est celui de son livre « Femme, si vous saviez, prenez votre santé en main ». Et les sujets, c'est hormones, ménopause et ostéoporose. C'est donc le sujet de ce livre, et c'est un livre que François-Xavier de Guibert a édité. Alors, François-Xavier de Guibert, pourquoi avez-vous édité ce livre? Parce que c'est pas vraiment votre sujet de parce que prédilection, les questions médicales. Nous avons, avec le professeur Joyeux, fondé, il y a plus de 10 ans maintenant, une collection qui s'intitule Écologie humaine, et qui est un peu le département de médecine de notre catalogue d'édition. Et cette collection a pour objectif si vous voulez, d'approfondir la question médicale sous un angle essentiellement humaniste et de montrer à quel point, dans le fond, il y a une cohérence, si vous voulez, entre la sauvegarde de ce qui est bien pour l'homme et la connaissance de l'homme du point de vue scientifique. Et donc c'est cette cohérence, si vous voulez, à la fois humaniste et médicale, que nous avons essayé de développer dans cette collection. Le premier titre a été un très grand succès, il s'appelait « Changer d'alimentation », comme vous l'avez rappelé. Le premier titre d'ailleurs du même ouvrage était un petit peu différent, il s'appelait « Aliments et cancer », puisqu'en fait, c'est à partir de ses recherches de cancérologie que le professeur Joyeux a approfondi les questions. Donc, alimentation et cancer était devenu « Changer d'alimentation », puisque en fait, sa conviction était qu'il fallait à tout prix essayer de faire prendre conscience aux gens qu'il y avait un lien entre l'alimentation et le cancer. C'était un propos qui, il y a une quinzaine d'années, n'était pas si évident que ça, que certains chercheurs non scientifiques avaient depuis très longtemps attiré l'attention sur ces questions, mais le professeur Joyeux a pensé qu'il était indispensable que des scientifiques établissent d'une manière stricte, sérieuse, rigoureuse, avec une épidémiologie factuelle, si vous voulez, les interactions entre l'alimentation et le cancer. Et de ce point de vue, ce livre, qui a été un succès formidable, puisqu'on a fait quand même presque 200 000 exemplaires, ce qui après tout n'est pas si fréquent, et qui par rapport aux chiffres des succès de l'édition aujourd'hui donne à rêver, mais bon, voilà. Ce livre a été un très grand succès, et je crois qu'il a permis de lancer la collection, et il a permis, si vous voulez, de montrer à quel point, finalement, une recherche scientifique rigoureuse, d'une part, avec un souci humaniste, d'autre part, bien c'était non seulement compatible, mais même nécessaire. Alors, sur ces entrefaites, était paru en Angleterre dans les années 85 et suivantes un livre qui s'appelait Bitter Pill, Amère pilule. Et Bitter Pill, qui était le livre écrit par un médecin anglais,
spécialiste de la contraception chimique, a eu en Angleterre un succès colossal, puisqu'il a été vendu à près d'1 million d'exemplaires. Là aussi, ça donne à rêver. Et le professeur Joyeux a été passionné par ce livre et il nous a aidés à le traduire en français sous le titre Amère pilule, qui est en fait le décalque du titre anglais et qui conserve d'ailleurs un petit peu le même jeu de mots. Et ce livre était d'ailleurs et toujours disponible et préfacé par le professeur Lucien Israël, qui posait déjà d'une manière forte la question, si vous voulez, de l'interdépendance entre la prise d'hormones et les cancers féminins. C'est vrai, ça c'est Alors ça c'était un premier travail que nous avions fait ensemble et derrière lequel le professeur Joyeux s'était engagé et qui en fait consistait à poser des questions. Mais ces questions, évidemment, elles n'ont pas été très bien reçues, puisque en France, hélas, nous n'avons pas fait 1 million d'exemplaires, et qu'en dépit de sollicitations multiples et d'envois de services de presse généreux, nous avons fait très péniblement 10 000 exemplaires, ce qui, en fait, est vraiment faible, compte tenu... Ce qu'il faut dire, pardon de vous couper François-Xavier Guibert, c'est que ce livre n'a absolument eu aucune promotion spontanée dans la presse. Nous n'avons, comme nous sommes évidemment une petite maison d'édition, nous n'avons pas de moyens de payer des placards publicitaires, etc. Nous avons seulement le moyen de distribuer aux gens que nous pensons devoir s'intéresser, si ce sont des journalistes d'investigation, c'est-à-dire vraiment qui cherchent, un ouvrage documenté fait par un médecin anglais qui elle-même avait été une fervente partisan de la contraception chimique, qui d'ailleurs la revendique de l'avoir suivi personnellement, et qui, devant les résultats épidémiologiques en Angleterre, au bout d'une quinzaine d'années, a considéré que il fallait, si on était un scientifique honnête, ce qui est assez fréquent en Angleterre, parce que ce sont des gens factuels, il faut prendre conscience des faits, et elle a considéré qu'il était de son devoir, selon une déontologie professionnelle évidente, d'écrire ce livre pour dire qu'il fallait arrêter. Parce que c'était pas possible que ça continue. Alors, et donc elle a poussé ce cri qui en Angleterre a été tout de même en tout cas entendu. Je sais pas si ça a modifié le comportement des uns et des autres, mais en tout cas ce cri a été entendu et il a donné lieu à un débat. En France, le débat a été empêché parce qu'en fait c'est plus simple comme ça. Alors, il se trouve que le professeur Israël lui-même posait un certain nombre de questions dans sa préface en disant, la relation avec le cancer, c'est une question, il faudrait aller plus loin, approfondir, etc. Il se trouve que 10 ans après, Henri Joyeux, qui est donc un cancérologue réputé, comme Chantal Deby l'a dit tout à l'heure, a considéré que l'explosion des cancers féminins, on a beau dire, c'est quand même un fait. C'est un fait clinique qu'on ne peut pas écarter d'un revers de la main, et il faut tout de même avoir le courage de se poser des questions et d'aller donc plus loin dans le même sens, des investigations. Et il a donc fait paraître un certain nombre d'articles dans la presse qui ont, au début de l'année 2000, donné naissance à un début de polémique et d'échange. Et évidemment, ça s'est arrêté très vite parce que c'était évidemment pas tout à fait correct. Alors, quand on n'a pas d'autres moyens, finalement, on a recours au bon vieux moyen qui est la bicyclette. C'est le livre. On refait un livre en disant, on va trouver dans un livre le moyen un peu archaïque et finalement prosaïque, mais enfin, c'est un moyen qui fait son petit chemin et qui permet de faire passer des idées. Et donc, il a décidé de répondre aux questions d'un certain nombre de femmes qui l'ont interrogé. Parce qu'en fait, les questions qu'il posait dans les articles qui ont pu être publiés étaient des questions qui les inquiétaient. Est-ce que la prise d'hormones au moment de la ménopause, c'est anodin? Est-ce que finalement on peut y aller tranquillement? Est-ce que tout ça ne pose pas de questions?
Et donc ces femmes, il y a eu parce que tout ça est en même temps archaïque, enfin je veux dire le livre c'est quand même encore un moyen qui existe, c'est un moyen très classique, c'est un moyen qui a fait ses preuves, mais il y a eu des liens par email, donc nous, vous voyez, nous sommes tout de même en même temps très branchés, et il y a un collectif de femmes qui s'est créé sur cette question pour certaines d'ailleurs atteintes d'un cancer, d'autres n'ayant pas rencontré cette épreuve difficile, pour demander au professeur Joyeux d'aller plus loin et d'approfondir. Et le livre est le résultat, si vous voulez, de cette demande de la base d'une information. De femmes qui se posent de plus en plus de questions. Est-ce que finalement il est légitime, il est bon, il est prudent d'aboutir à une médicalisation grandissante des diverses étapes de la féminité? Ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas se poser maintenant des questions? Et donc le professeur Joyeux a souhaité leur répondre, et le livre est le résultat de ce dialogue. Alors, c'est un livre qui s'intitule « Femmes, si vous saviez », 83 questions et réponses, et il est présenté comme ça, il est présenté d'une façon très simple, c'est-à-dire que, page après page, on pose au professeur Joyeux une question, et on lui demande de répondre. Et il répond d'une façon, comment dirais-je, simple, brève, claire, et très ferme. C'est un livre, en plus, je dirais, qui est scientifiquement fondé. Oui, alors c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que, ce qui est très important dans le cas du professeur Joyeux, c'est que, en général, ces questions-là sont traitées par des gens sans doute compétents, mais qui n'ont pas l'image professionnelle, le statut scientifique du professeur Joyeux. Ce sont des gens qui travaillent en général sur les médecines holistiques, qui s'intéressent à l'homéopathie, donc il y a toujours on peut toujours leur coller une espèce d'étiquette d'aimables charlatans ou de plaisantins. Bon, dans le cas du professeur Joyeux, Madame de Billy nous a donné tout à l'heure son CV, comme on dit élégamment, c'est difficile. On peut difficilement contester la validité de ces travaux. Et ça donne à son livre une force d'autant plus grande. Et c'est un livre qui, à mon avis, est capital, parce que c'est un livre qui met en lumière des choses extrêmement graves, extrêmement inquiétantes. Non seulement sur la réalité des effets des produits en question, mais sur le travail de camouflage, le travail de censure, le travail de désinformation qui est effectué autour de ces questions-là. Et on a vraiment le droit de se poser la question des motifs profonds des gens qui veulent cacher la vérité. Parce que c'est pas le seul domaine dans lequel ça se passe. Je crois qu'on a le professeur Joyeux au téléphone. Oui, bonjour. Bonjour, professeur. On me dit que la liaison n'est pas très très bonne, parce que... Moi, je vous entends très bien. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que... J'ai parfaitement entendu tout ce que vous avez dit, qui me paraît fort juste, à la fois vous-même et M. de Guibert. Mais je vous remercie. Alors... la première question que je vous poserai, c'est une question qui est pas de l'ordre du scientifique, mais plutôt de l'ordre humain. Où avez-vous puisé d'abord, est-ce que vous vous attendiez à susciter par vos travaux des réactions aussi négatives dans certains milieux? Vous le saviez? Bien sûr, nous nous attendions à tout cela. Je m'attendais à tout cela parce que je connais bien la pensée de beaucoup de mes collègues, et je sais très bien que beaucoup de mes collègues, si vous voulez, ont une certaine peur de dire des choses qu'ils savent, parce qu'il y a ce qu'on appelle le médicalement correct. Il n'y a pas, vous savez, que le politiquement correct, il y a le médicalement correct aujourd'hui, et je fais partie des gens, entre guillemets, médicalement incorrects, tout en étant très respectueux de mes collègues du Conseil de l'Ordre. Je connais bien d'ailleurs le président du Conseil de l'Ordre qui est un ami, et je suis sûr que nous partageons beaucoup de points de vue, mais vous savez, dans certaines positions, on a plus de facilité à parler que dans d'autres. Et comment pouvez-vous expliquer, est-ce que vous avez une explication au fait que dans un domaine aussi important que la santé publique, des intérêts parasites puissent intervenir? C'est très facile à expliquer. Si vous prenez, et c'est pas dans notre pays, donc c'est facile, l'histoire du médicament anticholestérol cet été. Il s'agit d'un excellent médicament.
Mais le laboratoire a préféré que ce médicament soit utilisé larga manu à 95% des gens qui ont une hypercholestérolémie, plutôt que de donner aux 5% qui en ont besoin. Moyennant quoi, aujourd'hui... Donc ça, c'est une question financière. C'est bien sûr. De l'argent. Mais ce que vous avez là-dessous, c'est pas une question philosophique, c'est d'abord et avant tout une question financière. Il y a de l'argent là-dessous, et cet argent est stimulé, si vous voulez, par les laboratoires pharmaceutiques, et Dieu sait que je suis favorable à la recherche des laboratoires, mais je ne suis pas favorable à des excès, si vous voulez, qui mettent en danger la vie des gens. Ça se situe exactement sur ce plan-là. Quelles sont les répercussions sur votre vie quotidienne? Est-ce qu'il y en a? La vie quotidienne, c'est très simple. Nous sommes, nous cancérologues aujourd'hui, véritablement noyés par le nombre de personnes, de malades que nous voyons avec des cancers du sein. Alors ça, c'est quand même, si vous voulez, quelque chose de grave, parce que le problème, c'est que l'on nous dit, c'est que nous sommes meilleurs, si vous voulez, parce que nous avons de plus grands moyens diagnostiques, scanner, IRM, échographie, etc. Ça, c'est vrai. Mais attention, nous ne découvrons pas des cancers du sein chez des femmes de 85 ans, cela nous le découvrons facilement. Nous savons qu'il y en a, les autres découvrons comme avant, mais surtout nous découvrons des cancers chez des femmes de plus en plus jeunes. C'est-à-dire chez des femmes chez lesquelles auparavant on ne voyait jamais de cancer. Et c'est ça qui est inquiétant. Nous avons augmenté... C'est-à-dire, pardon professeur, je voudrais revenir là-dessus. Vous nous dites, il y a une certaine proposition, une certaine opinion qui consiste à dire, c'est pas qu'il y a plus de cancer, c'est tout simplement qu'on les identifie. Oui, qu'on est meilleur pour les identifier. Voilà. Vous dites pas du tout, il y en a beaucoup plus. Alors attention, je dis quand même que c'est vrai que nous sommes meilleurs pour identifier un cancer aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il n'y a pas de doute, on a des meilleurs moyens diagnostiques. Cependant, nous avons une augmentation de l'incidence, c'est-à-dire du nombre de nouveaux cas de cancer du sein, qui est absolument anormale. Avant, nous avions grosso modo entre 7000, disons, et 8000 nouveaux cas de cancer du sein, c'était dans les années 75-80. Nous sommes à 35 000. Et nous avons une augmentation qui était prévue de 2% par an. Nous sommes actuellement à 4% par an. C'est phénoménal. Avec la moitié des nouveaux cas que nous voyons, ce sont des femmes jeunes, avant 50 ans, et parfois très jeunes, avant même 30 ans. Mais est-ce que vous êtes d'avis que la majorité, enfin que la raison principale de cette augmentation doit être portée au débit des produits, enfin des hormones de synthèse ou des hormones en général? La majorité, d'abord, un cancer du sein est un cancer hormonodépendant. Que ce soit bien clair, c'est de la physiopathologie, comme nous disons en termes scientifiques, c'est-à-dire quelle est la cause de ces cancers. 5% sont d'origine génétique, 5 à 8% exactement. Les restes, ça fait quand même beaucoup, pratiquement 92% ne sont pas d'origine génétique. Or, les cancers du sein, nous les traitons aujourd'hui avec des anti-hormones, avec des chimiothérapies qui sont des médicaments anti-hormonaux. Ça veut dire que quand on donne un traitement à une femme anti-hormonale, ça veut dire que la cause du cancer était une cause hormonale. Mais c'est là que mes collègues ne sont pas clairs, parce que beaucoup disent « je donne à cette femme un traitement hormonal ». Et je lui réponds « non, tu ne donnes pas un traitement hormonal, tu lui donnes un traitement anti-hormonal. Sois clair. Oui, mais les gens n'y comprennent rien. Pas du tout. Les gens sont intelligents. Les femmes sont intelligentes et à mon avis, il faut être clair avec elles. Elles sont parfaitement capables de comprendre. Et quand vous avez une jeune femme de 35 ans qui est atteinte d'un cancer du sein, c'est quelque chose de grave. Ça veut dire qu'elle va avoir des chimiothérapies qui sont lourdes, qu'elle sera hospitalisée, qu'elle va devoir quitter sa famille, ses enfants, etc. C'est quelque chose d'extrêmement lourd. Et je crois que ces cancers-là, la médecine aurait pu les éviter. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait les éviter par prévention, par elle pourrait les éviter, évitement, si vous voulez, en donnant des informations aux femmes, en leur disant, écoutez, sachez qu'en prenant cela, vous pouvez prendre des hormones pendant 1 an ou 2 ans pour passer un cap, pour une difficulté particulière, pour un besoin, si vous voulez, je dirais, sociologique. Mais sachez que ce médicament que vous prenez, c'est un médicament puissant. Au Japon, nous avons très peu de femmes atteintes de cancer du sein. Alors on nous dit, c'est l'alimentation des Asiatiques. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. C'est que les femmes japonaises ne consomment pas des hormones comme on prend de la mie de pain en France. Vous comprenez? Pour être parfaitement clair, professeur. Quand vous par dites... exemple, je vous donne un exemple. Une femme vient me consulter. Elle a un cancer du sein. Je lui dis, madame, est-ce que vous savez pourquoi vous faites un cancer du sein? Alors, réponse, le psy m'a dit que c'était parce que j'avais un conflit avec ma mère. Mais toutes les femmes ont un conflit avec leur mère, vous comprenez? C'est pas ça qui donne des cancers du sein. Je lui dis, mais est-ce que vous avez pris des hormones dans votre vie? Ah ben non. En plus, je suis écolo.
Je suis écolo, je ne prends pas d'hormones. Et puis quand vous interrogez un petit peu de près, vous vous rendrez compte qu'elles ont pris des hormones soit au moment de la ménopause, alors maintenant quand même elles commencent à le savoir, soit qu'elles ont pris en moyenne en France 12 ans d'estroprogestatifs, et ça c'est quand même pas... C'est-à-dire de pilules anticonceptionnelles. Vous savez, ça c'est le mot que vous avez utilisé. Oui. On n'utilise plus ce mot en France, c'est interdit d'utiliser ce mot en médecine. Or les estroprogestatifs, moi je ne suis pas contre la contraception, je suis très favorable à ce que les femmes aient des enfants quand elles le désirent, mais je ne suis pas favorable à ce qu'il n'y ait que les femmes qui prennent les risques. Pourquoi les hommes ne prendraient pas eux-mêmes des contraceptifs? Le préservatif est extrêmement efficace. Il y a d'autres solutions. On l'utilise pour le sida. Il y a le préservatif masculin, il y a le féminin, il y en a pour toutes les tailles, il y en a pour toutes les couleurs, il y en a pour tous les goûts. Eh bien, je dirais que ça, c'est pas dangereux, vous comprenez? Alors que de consommer des hormones chimiques et de les donner aux femmes sans les prévenir de ce qu'on leur donne, moi je dis que c'est profondément malhonnête dans un siècle qui se dit scientifique. Vous avez donc la certitude absolue que... C'est pas moi qui ai la certitude, monsieur, c'est la science. C'est ça, oui. Nous avons des preuves scientifiques aujourd'hui, et ces preuves, elles sont occultées. Bon, mais alors comment Et quand mes collègues me disent « tu vas trop fort, tu dis trop la vérité », je suis désolé, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur de dire les choses, les gens sont intelligents, il faut stimuler l'intelligence du grand public. Mais alors comment expliquer un phénomène qui est aussi évident, qui est prouvé, surabondamment démontré, puisse être non seulement ignoré, mais étouffé, censuré par un système qui, par ailleurs, prétend prendre en main la santé publique? Alors là, vous avez une donnée philosophique importante, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, la médecine, et en anglais ça s'appelle les médecines, c'est-à-dire les médicaments, vont vous guérir de tous les maux et vont même vous prévenir la maladie d'Alzheimer, le problème de l'ostéoporose, c'est-à-dire qu'on est passé dans une médecine préventive avec des médicaments préventifs, alors que ce sont des comportements, ce n'est pas la même chose. Et là nous touchons à une philosophie de la médecine. Moi je dis personnellement, et c'est pas un problème de philosophie, c'est un problème qui est démontré aujourd'hui par toutes les études scientifiques, on peut, en aidant les gens à avoir des comportements alimentaires, à avoir des comportements sociologiques, à avoir des comportements relationnels, on peut ainsi éviter beaucoup de cancers. Oui, mais alors ça revient à la question que je vous posais. Comment peut-on expliquer? Parce que tout à l'heure, on a bien vu que, en ce qui concerne le comportement du complexe pharmaceutico-industriel, il y a un intérêt financier direct. Bon, mais quand il s'agit de l'État, on voit pas quel intérêt l'État. Non, mais l'État, c'est très simple. L'État, il considère. Parce que l'État n'est pas médecin, n'est pas scientifique. Donc l'État, il écoute, si vous voulez, un certain nombre de scientifiques qui lui racontent des balivernes en lui disant « on va guérir de tout avec la médecine ». Vous comprenez? Mais quand on voit les statistiques que vous publiez, les courbes que vous publiez, même un ministre actuel est capable de lire une statistique, mais pour ça, il faudrait que l'information, monsieur, lui arrive au ministre. Or, beaucoup de ministres n'ont pas les informations. Ils ont les informations d'un certain nombre de lobbies. Seulement, je ne représente pas un lobby. Nous sommes 3 en France. Il y a Lucien Israël qui le dit. Il y a Daniel Dargent à Lyon qui le dit d'une façon peut-être un peu plus douce que moi. Et moi, étant chirurgien, j'ai l'habitude de dire les choses clairement. Parce que quand on a un bistouri entre les mains, on dit les choses clairement. 3, c'est un début de lobby, hein? Comment? 3, c'est un début de lobby. Oui, mais moi je cherche pas à faire du lobby pour du lobby, vous comprenez? Ce que je crois, c'est que aujourd'hui, le vrai lobby, je vais vous dire qui c'est le grand public. Voilà, c'est le grand public qui doit être informé, et le grand public est intelligent, et vous jouez le rôle, vous, positif, en tant qu'homme de médias, pour informer ce grand public, et je vous en remercie. Mais je vous en prie, c'est vraiment, s'il y a une chose qui justifie le métier que je fais, c'est bien celle-là, c'est d'essayer de casser la loi du silence et de sortir de l'enfermement du politiquement ou du médiatiquement ou du médicalement correct. Et c'est pour ça que j'ai accepté de donner une conférence à la Mutualité, et que cette conférence est une conférence importante parce que je répondrai de façon tout à fait transparente à toutes les questions qui me seront posées. Alors c'est une conférence... De la même façon sur l'email par le courrier électronique. C'est une conférence débat, donc ça veut dire que les personnes qui viendront assister à votre conférence pourront vous poser des questions directement. Tout à fait, à la fois directement et oralement ou sur des papiers anonymes pour ceux qui seront plus gênés pour poser des questions. Oui. Ça c'est très rare parce que la Mutualité en plus c'est dans une grande salle. Absolument, je crois que c'est une grande salle de plus de 1000 places, mais je suis sûr qu'il y aura beaucoup de monde parce qu'il y a énormément de demandes d'informations sur ces sujets-là.
que ce soit des femmes autour de la ménopause, au-delà de la ménopause. Et ce qui me frappe aussi, je l'ai vu récemment dans des conférences, c'est que les hommes posent des questions. Parce que vous savez, femmes, si vous saviez, au fond, c'est un sujet, les hommes se disent, mais est-ce que moi, homme, je le sais ? Ce que les femmes ne savent pas ou ce que les femmes cherchent à savoir. Oui, mais là, on est une fois de plus dans un débat qui sort du débat médical, qui est presque un débat métaphysique. C'est que tout le système actuel tend à essayer de provoquer une rupture entre l'homme et la femme, en disant ça c'est des affaires de femmes, c'est pas à vous de vous en occuper, et en disant aux hommes écoutez c'est pas votre affaire, et aux femmes vous réglez ça entre vous, c'est pas le problème des hommes. On voit ça dans tous les domaines, et notamment dans le débat sur l'avortement. Moi, combien de fois j'ai eu cet argument, mais ça ne vous regarde pas. Alors, je sais pas si les enfants se font tout seuls, évidemment ça ne regarde pas, mais comme sauf exception est quand même assez rarissime, parce qu'une fois dans toute l'histoire de l'humanité, ça fait pas un cas. Eh bien, sauf exception, on est à deux pour faire des enfants, et je trouve qu'on ne pourrait être à deux pour parler de ces questions-là. Mais bien entendu, je suis complètement d'accord avec vous. Eh bien, écoutez, je souhaite que vous ayez, je sais d'ailleurs que vous aurez de très très nombreux auditeurs à votre conférence. On me parle d'une autre conférence que vous donnez le 12 octobre. Où est-ce que c'est une confusion ? Non, je crois que le 12 octobre, vous savez, j'ai beaucoup de conférences. À l'heure actuelle, il y a énormément de demandes. Je donne également une autre conférence le 12, je crois que c'est sur Paris. C'est autre chose. Mais dans le domaine alors de l'alimentation, plus strictement, de la nutrition et des relations entre l'alimentation et le cancer, puisque nous avons fait des études sur la comparaison entre les aliments venant de l'agriculture biologique, de l'agriculture raisonnée et de l'agriculture conventionnelle. Et là, il y a des résultats extrêmement intéressants. L'étude est en cours, mais peut-être que c'est pas trop le moment d'en parler. Bon. Merci, professeur. Merci d'avoir pris la peine de nous répondre, d'autant que je sais que vous êtes très occupé, que vous aviez beaucoup de travail sur place, et notamment des interventions, et que vous avez eu la gentillesse de nous répondre alors que vous avez peu de temps. Au revoir, professeur. Au revoir, monsieur. Voilà, alors je me rends bien compte qu'on n'a pas fait le tour de la question, on n'a même pas fait le tour de la salle d'attente. Je crois que pour approfondir le sujet, il y a deux solutions. La première, c'est d'aller à cette conférence qui sera certainement passionnante, parce qu'on entend bien à la voix, vous aviez raison, Madame de Villeneuve, nous dire tout à l'heure que c'est un homme de communication, et on sent qu'il y a un enthousiasme, il y a un dynamisme, c'est un homme, il y a une séduction qui joue, là, c'est clair. Oui, et je voudrais revenir sur une chose, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est le point de vue des hommes sur cette question. Je dois dire que très, très simplement, en préparant ces différents livres avec lui, comme éditeur, d'abord sur Amère Pilule, ensuite Femmes si vous saviez, prévenir les cancers du sein, etc. Ce qui m'a frappé, notamment dans Amère Pilule et Femmes si vous saviez, c'est que finalement nous hommes, on ne sait pas grand-chose sur toutes ces questions, et que on a tendance d'ailleurs, par paresse et par confort, à privilégier les explications sur ces questions-là les plus sécurisantes et les plus paisibles. Et je dois dire que quand on lit ces livres et qu'on aime la femme avec laquelle on vit, on se dit très franchement, c'est pas possible que je lui laisse prendre quelque chose comme ça et que je lui laisse prendre des risques pareils. Je veux dire que moi, ce qui me frappe, c'est que ce sont des livres qui doivent être aussi lus par les hommes. Ça me semble extrêmement important, et je dois dire que personnellement, c'est une lecture qui ne m'a pas laissé indifférent, et je dirais, on n'en sort pas indemne. Voilà, mais c'est un livre très simple à lire. Je le répète parce que c'est très important, je crois, de savoir qu'on ne va pas rentrer dans de la patouille bavarde, etc. Il y a des questions. Non, c'est très factuel, très simple. Voilà. On demande par exemple au professeur, vous semblez justifier dans tous les cas des traitements à la ménopause, alors pourquoi ne voulez-vous pas du THS? Alors il répond, voilà, attention, je crois que la ménopause est une période spéciale de la vie d'une femme, etc., etc. Et il dit, en tant que cancérologue, je suis effrayé par l'augmentation considérable du nombre de nouveaux cas, etc. Bon, ensuite on lui dit, mais dites donc, vous êtes contre la contraception? On lui dit, pas du tout, il s'explique là-dessus. Que pensez-vous des traitements hormonaux donnés pour l'acné à nos filles dès l'âge de 14 ans? Alors il répond de façon très précise, en disant, en France, depuis 1990, 65 000 jeunes filles et 60 000 jeunes gens suivent un tel traitement. En 96, la presse révélait que 300 grossesses avaient dû être interrompues car les jeunes filles étaient, entre guillemets, tombées enceintes, car elles n'avaient pas pris en même temps que la Roaccutane, la pilule. Bon, on voit que c'est un homme qui naturellement connaît son sujet, mais qui en plus
c'est pas seulement un clinicien, c'est aussi un homme, on voit bien un homme de contact avec le patient, qui sait exactement quelles questions pose le patient, ce qui l'intéresse et comment lui faire passer le message. Et ça, à mon avis, c'est très important. Est-ce qu'il y a des questions, des messages, des remarques, Victoria? Vous m'avez tout passé. Je les ai donnés au fur et à mesure, oui. Bon, alors par exemple, on me dit, je voulais juste témoigner ce soir sur le problème des traitements hormonaux proposés. Je dirais même plus donner de force aux patientes. J'ai 43 ans et mon père, ancien chirurgien généraliste, me fait promettre de ne jamais prendre de traitements hormonaux pour la ménopause, car pour lui c'est dangereux, ça provoque des cancers du col et du sein. Je peux vous dire que la pression est grande, car tous les gynécos préconisent ce genre de traitement. Merci pour ce livre que je vais m'empresser d'acheter et d'offrir à mes amis, très cordialement, etc. Il y a beaucoup de questions d'auditeurs sur des détails, donc ils trouvent toutes les réponses dans le livre. Les réponses sont dans le livre, et puis à la conférence, je crois que... on nous demande aussi de redire le lieu de la conférence. Mutualité. C'est à la Mutualité le mardi 16 octobre, donc dans un peu moins de 15 jours, à 20h. Alors, on a parlé d'un site internet aussi, d'un email, d'un courriel. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'indiquer email collectif @wanadoo.fr. Donc collectif.or-men-os@wanadoo.fr. Bien, une auditrice que je salue d'ailleurs parce que je vois qui c'est, dit est-ce possible, les laboratoires pharmaceutiques laisseraient-ils diffuser à des milliards d'exemplaires des produits dangereux à long terme ou pour les femmes? On ne peut le croire. Qui a dit que le cancer nourrissait plus d'individus qu'il n'en faisait mourir? Ça, c'était Lumière, c'était un des frères Lumière qui a dit le cancer nourrit plus de gens qu'il n'en tue. Et deux questions, le professeur Joyeux a-t-il une consultation à Paris ou en Ile-de-France? Non, vous nous avez dit qu'il était à Montpellier. Non, à Montpellier, au centre Val d'Orel. Et le centre Val d'Orel, Montpellier. Voilà. Et le site, on vient de le donner. Merci François-Xavier de Guibert, merci Madame de Billy d'être venue nous présenter ce livre. Je rappelle son titre, Femmes si vous saviez, 83 questions-réponses, hormones, ménopause, ostéoporose. Comment rester jeune naturellement, ce qui est quand même... Parce qu'on a parlé beaucoup de choses terribles et tristes et tout, mais il y a quand même un aspect positif et sympathique dans ce livre, c'est que si vous voulez être comme moi, jeune naturellement, vous pouvez trouver des conseils. Mais moi, j'ai pas eu ces conseils-là, j'avais pas lu le livre. C'est Collection Écologie Humaine, François-Xavier de Guibert, professeur Henri Joyeux, et c'est un livre qui vaut 160 francs. Et à mon avis, c'est pas de l'argent perdu. Alors, l'adresse de la maison ne figure plus dans l'annuaire de Paris. Oui. Donc c'est 3 rue Jean-François Gerbillon, dans le 16e arrondissement. 6e arrondissement. Pas les moyens d'habiter le 16e.